ça allait pas me plaire. Je le savais à 70%, mais j'avais 30% d'espoir où je me suis dit peut-être que sur un malentendu ça peut passer. Bah c'est pas passé. Coucou les arcanes, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo et on va s'intéresser aujourd'hui à un petit update lecture sur tout ce que j'ai lu ces dernières semaines. Alors il y a du très bon mais il y a aussi du franchement pas bon parce que j'ai eu pas mal de DNF quand même. En fait faut dire que ces dernières semaines j'ai plus envie de m'embêter, j'ai envie de passer du temps à lire des livres que j'apprécie et si au bout de quelques chapitres je vois que ça le fait pas, et bah tant pis, ça dégage. Mais mine de rien il n'y a pas que des mauvaises lectures, bien au contraire j'ai quand même découvert de belles pépites dont une qui est une réelle surprise. Donc c'est parti pour faire un petit point sur mes dernières lectures. Je vais d'abord commencer avec les graphiques et tout d'abord même un beau livre. Il s'agit de Secrets de sorcière, une initiation à notre histoire et nos savoirs. Ce livre-là va vraiment balayer tous les sujets qu'on peut avoir, que ça soit dans les cultures, les origines, les folklores, les inspirations maintenant dans les films et séries. Mais ça reste un peu trop en surface pour moi. Par contre, c'est vrai que c'est un très bel ouvrage. Vous avez énormément d'illustrations. La mise en page est vraiment très jolie. Toutes les pages sont illustrées et franchement, j'aime bien la petite patte graphique. Donc voilà, c'était assez intéressant. J'ai découvert pas mal de choses, mais ça reste quand même assez superficielle. On va pas rentrer dans le cœur du sujet, on va pas vraiment explorer plus en détail. Il y a d'autres ouvrages qui sont un peu plus intéressants, qui permettent de retracer tout le folklore de la sorcière, mais disons que celui-ci, c'était quand même un bon moment. Il y a très longtemps, j'ai reçu de la part de la maison d'édition Glénat la BD de Victor Dixon et illustrée par Gloria Marino, Les Licorniers. Ça fait partie quand même de mes reliques de Pâques, parce que je crois que ça fait depuis sa sortie qu'il est dans ma pile à lire. J'aimais beaucoup Victor Dixon à l'époque quand je lisais sa saga Vampiria. J'avoue que je ne l'ai jamais terminé et je l'ai même abandonné. C'est quelque chose de beaucoup trop young adulte pour moi et c'est un style vers lequel je me détache de plus en plus. La jeunesse en bande dessinée, c'est le seul truc que j'arrive à lire parce que je trouve que les dessins, c'est à chaque fois trop mignon et je passe un agréable moment. Ici, par contre, je dois avouer que le rendu aurait été meilleur au travers d'un roman plutôt qu'en bande dessinée. Dans cet univers-là, vous avez le royaume de Fatidi qui est accessible uniquement entre la dernière heure du dimanche et la première heure du lundi matin. Donc en soi, c'est un univers de fantasy totalement inventé où vous allez trouver finalement sur la map, qui est d'ailleurs dessinée dans ce roman, toutes les heures d'une journée qui correspond à certaines régions. Et bien sûr, nous allons suivre une demoiselle qui va réussir à intégrer le royaume de Fatidi. Alors, je trouve que le principe est excellent. Franchement, le principe de l'univers, d'avoir un royaume totalement inventé qui est accessible uniquement à une certaine heure de la semaine. Il y a un univers d'ailleurs de fantasy médiévale où on n'a aucune technologie. Donc, quand notre étudiante va se retrouver là-bas avec son téléphone portable, bon, ça va susciter pas mal d'interrogations. Mais il y a quand même beaucoup trop d'éléments pour une bande dessinée aussi courte. Ça fait beaucoup d'informations et on reste encore une fois assez en surface. Je pense que ce roman-là aurait beaucoup mieux rendu en roman parce qu'on aurait pu s'attarder sur tout le principe du royaume, ses descriptions, comment c'est régi, la hiérarchie à l'intérieur, et puis vous avez même des mythes et légendes qui sont un petit peu inspirés quand même de la Dame du Lac. Donc il y a beaucoup de matière, mais trop peu de pages, et j'ai pas du tout réussi à matcher avec ce qui nous est présenté, ni même avec les personnages, donc c'est triste, mais je lirai pas la suite. J'ai lu une bande dessinée jeunesse qui m'a été envoyée aussi par la maison d'édition, sauf que ça l'a pas trop fait. J'ai lu donc le premier tome de Marla qui est publié aux éditions Dupuis. Le tome 1 c'est La grotte du flamant rose et en fait vous êtes avec une chasse au trésor qui va s'écouler sur plusieurs tomes. Marla est une jeune fille qui adore lire et elle a d'ailleurs une admiration assez forte pour un personnage d'un de ses romans, une aventurière, et elle veut un petit peu lui ressembler. Alors qu'un jour en vacances elle va découvrir au bord de la plage une bouteille qui renferme une carte l'emmenant à un trésor, bah forcément c'est la quête qu'elle attendait. Elle va être accompagnée de sa meilleure amie et aussi de sa grand-mère et ensemble ils vont partir à la recherche de ce trésor. J'aime énormément les dessins, franchement je les trouve trop belles les planches, elles sont très colorées, très pétillantes, idéales en fait finalement pour cette période estivale. On va voyager, avoir de très belles planches de paysages et les couleurs sont assez éclatantes, franchement j'ai adoré. Gros coup de cœur pour les dessins, par contre j'ai absolument pas matché avec le personnage principal. On est avec une adolescente qui est très portée sur elle-même, un brin égoïste et j'aimerais dire aussi un petit peu capricieuse. En raison de l'âge, ça me semble un petit peu évident et c'est assez crédible, mais par contre, voilà, à la lecture, c'est pas trop agréable non plus. Disons qu'elle est très centrée sur elle-même et c'est vraiment au détriment de son entourage, donc sa meilleure amie et sa grand-mère. Donc voilà, malheureusement, je ne lirai pas la suite et même si j'ai beaucoup apprécié les planches, je n'ai pas matché avec le personnage principal et je pense que c'est assez rédhibitoire. Une autre bande dessinée qui m'a été envoyée en service de presse, il s'agit de Pourpre Sang, donc le premier tome, Le Cercle de Nimue. Ici, nous sommes avec les Pourpre Sang qui est un groupe
troupe de mercenaires chargés de combattre des monstres moyennant rémunération. Un jour, il y a une demoiselle qui se présente, non pas pour les missionner de tuer un monstre, mais plutôt pour la protéger lors d'une soirée. Et durant cette soirée-là est présenté un artefact très mystérieux, c'est le crâne d'une ancienne déesse. Cette soirée est le point de bascule finalement de toute l'intrigue, puisqu'il va se passer pas mal de choses, et donc c'est là que va partir notre personnage principal en quête de cette jeune fille, mais plus particulièrement sur ce crâne de l'ancienne déesse. J'aime énormément la mythologie qui nous est présentée, notamment avec cette déesse-là. On nous tease un petit peu des éléments ici, et je trouve ça assez intéressant. Franchement, je me suis bien prise dans l'intrigue. Les planches, elles ont une patte graphique qui est assez particulière. À la limite, je trouve que des fois, les personnages sont un petit peu caricaturés. Il y a des traits qui sont assez forcés, mais j'aime bien. Finalement, je trouve qu'il y a une bonne ambiance. Les planches sont vraiment très belles. C'est une lecture aussi parfaite pour cette période d'été, puisque vous êtes avec des sortes de mercenaires, mais dans une ambiance un petit peu pirate, parce que nos personnages vont partir justement à bord de bateaux. Bien sûr, nous sommes dans un premier tome, donc c'est assez introductif, j'aurais pas grand chose à vous présenter ici en avis, mais j'ai bien matché, on a assez d'éléments pour nous donner envie, il se passe pas mal de choses, c'est bien rythmé, il y a un petit peu de sang de partout aussi, ça c'est pour me plaire, donc voilà, je lirai la suite avec grand plaisir finalement, c'était une très belle découverte. Et enfin, je termine pour les bandes dessinées avec une suite de séries que j'adore, franchement c'est vraiment ma série de bandes dessinées préférée, je me lasse absolument pas, en plus vous avez chaque tome qui est une petite histoire, donc en soi vous pouvez les lire indépendamment, mais je trouve que c'est mieux de les lire dans l'ordre parce que vous allez vraiment voir l'évolution et ces jeunes filles finalement grandir. Il s'agit donc du grimoire d'Elphie, j'ai lu le tome 5 et le tome 6. Dans cette histoire, nous allons suivre Elphie, qu'on voit juste ici, qui a survécu à un incendie dans sa maison quand elle était plus jeune. Sa sœur, malheureusement, a été amputée de la jambe et, grand drame de la famille, sa maman a perdu la vie. Il y a la sœur aînée dans le tome 1 qui vient récupérer la garde de ses plus jeunes sœurs et ensemble, elles vont partir à travers toute la France, voyager à travers les régions à bord du bibliobus qui s'appelle le livre puant. Petite particularité d'Elphie, elle a hérité de sa maman un grimoire magique, d'où le titre du roman. À chaque fois que Elphie va écrire dans ce grimoire, eh bien il y a les pierres sur la couverture qui vont se recharger. Elle fait un origami qu'elle pose dessus et le lendemain, l'origami prend vie. Déjà, parlons de la patte graphique. J'ai un réel coup de cœur pour ces traits-là. Les couleurs à chaque fois sont éclatantes aussi. Elles sont très vives. J'adore les planches. C'est vraiment agréable pour les yeux. En plus de ça, vous allez partir dans la France entière à la découverte de ces régions. Et je trouve que c'est super sympa dans cette histoire. Vraiment, chaque tome est sur une région que vous allez découvrir. J'aime énormément. Ça englobe pas mal de choses et toujours avec énormément de bienveillance. C'est un véritable petit bonbon et je peux que vous recommander de découvrir cette histoire. Le tome 5 est un peu différent parce qu'on va pas partir à la découverte d'une région, mais il va être un petit peu plus magique et en rapport justement avec l'histoire d'Elphie. Donc on est plus centré sur la magie dans ce tome-ci, alors que dans le tome 6, parfait pour l'été encore une fois, vous partez à la découverte de la Corse. Encore une fois, c'est une excellente découverte. N'hésitez pas à vous plonger dans ces histoires et à découvrir un petit peu le grimoire d'Elphie. C'est jeunesse, mais hyper agréable et ça peut se lire à tout âge. J'ai ma pile de romans qui vient de s'éclater par terre, mais par chance, ceux qui étaient vraiment en mode étalé au sol, ce sont uniquement ceux que je n'ai pas aimés, donc ça va. Je commence du coup avec celui que je n'ai pas en ma possession, sinon je vais l'oublier, je l'ai prêté à une amie. J'ai abandonné à mon plus grand désespoir La diseuse de Petite Bonne Aventure de Julie Lehong. Je vous en ai parlé dans mon dernier update lecture, donc je vous invite à le regarder pour avoir un avis plutôt à chaud et un petit peu plus en détail sur ce que je n'ai pas apprécié tout au long de ma lecture. En gros, je trouve que le résumé était particulièrement mensonger par rapport à ce qui est réellement ce roman. Avec ce qui nous était présenté, j'avais l'impression qu'on allait se trouver avec un fun family qui allait se construire au travers d'une quête commune pour retrouver une enfant disparue. En plus de ça, petite cerise sur le gâteau, on est avec une diseuse de bonne aventure, donc forcément des divinations, des prédictions, etc. et un petit chat magique dans le lot. Vraiment, au niveau du résumé, il y avait absolument tout pour me plaire. Sauf que, bien évidemment, si je l'ai abandonné, c'est que ça s'est pas passé comme ça. En fait, le groupe se constitue de manière totalement hasardeuse parce qu'ils vont se retrouver sur le chemin en mode par hasard et continuer à faire chemin ensemble uniquement parce qu'ils vont au même endroit. La quête de l'enfant disparu est absolument inexistante parce qu'en fait ils ne font pas de recherche, ils ne vont pas interroger des gens, il ne va pas avoir des péripéties en lien avec cet enfant disparu. Peut-être que ça cherche à traduire le désarroi un petit peu aussi du père de famille qui ne sait pas où chercher, mais du coup en tant que lecteur c'est pas très agréable. Les divinations ça aurait pu être franchement sympa parce que vous avez vraiment tout qui est exploré, les runes, les
feuille de thé, vous avez aussi les lignes de la main qui sont interprétées, donc ça aurait pu être super sympa. Par contre ça se déroule en 4 lignes. Donc pas le temps non plus de bien apprécier ce côté magique, et en parlant de magie d'ailleurs, le chat arrive à plus de la moitié du roman, et j'ai abandonné à 75% je crois, et je ne sais toujours pas pourquoi il est magique. Je pense que dans cette histoire on va plus s'intéresser au personnage principal qui est un peu le cul entre deux chaises, parce qu'en fait elle vient d'une contrée très lointaine qui est un petit peu mal perçue en fait par les habitants de là où elle vit actuellement, mais sauf que elle a toujours vécu dans ce nouveau continent, donc en fait elle n'a pas forcément d'attache, elle ne s'identifie pas non plus beaucoup à ses origines, et en fait c'est comment elle est perçue par les autres surtout. Parce que les intrigues en fait c'est surtout voyager de ville en ville, c'est très rapide, vous avez des prédictions, mais comme je vous le disais elles se déroulent en 4 lignes, et en plus de ça je trouve que la plume se rapproche un petit peu d'Heather Fawcett, parce que c'est exactement ce que je lui reprochais aussi, c'est le côté où on n'est pas dans l'émotionnel, on n'est pas dans l'introspection des personnages, on va plus passer du temps à nous décrire leur action, à nous décrire ce qui se passe, voilà, par exemple, il y a un oiseau qui s'envole, elle trébuche sur un rocher, elle remet sa cape, mais en fait, on va pas s'attarder vraiment sur ses émotions à elle, sur ce qu'elle ressent, sur ce qu'elle peut percevoir des autres, ce qu'elle peut penser des autres. Voilà, le côté émotion est vraiment mis de côté, et c'est un peu ce que je reprochais aussi à Heather Fawcett dans ses romans. Donc si vous avez aimé, par exemple, Le refuge occulte pour chat d'Agnès Aubert ou Emily Wilde, peut-être que vous apprécierez le roman que je vous présente ici. Ensuite, je vais passer très rapidement sur le roman suivant que j'ai abandonné. Il s'agit d'Un manoir en Cornouailles de Eve Chase. Ça fait partie de mes reliques de Pâle, et en toute honnêteté, je ne sais pas pourquoi je l'ai acheté. Parce qu'en fait, je l'ai débuté en lecture audio, et au bout de quelques chapitres à peine, je n'avais strictement aucun intérêt pour l'histoire et ce qui se passait, donc j'ai tout simplement arrêté l'audio. Et le roman, je l'ai posé dans un coin, il a pu bouger. Je pourrais pas vraiment vous en faire un résumé, si ce n'est que nous sommes avec un couple de jeunes fiancés, voilà, qui vont se marier et qui cherchent un lieu pour célébrer leur mariage, et la demoiselle est fortement attirée par un manoir, celui qu'on va suivre dans l'histoire. Et parallèlement à ça, nous avons tout de suite en fait des retours dans le passé, nous allons suivre une famille qui vit dans ce manoir, notamment une petite fille. Et sur le coup, je pensais qu'il allait y avoir des éléments assez surnaturels, mais alors pas du tout, c'est plutôt, j'ai l'impression, une famille assez dysfonctionnelle, et cette famille, je suppose, a un lien avec le couple qu'on va suivre dans le présent, mais alors, dès les premiers chapitres, j'ai pas forcément été intéressée, on va plus suivre la tranche de vie et ce qui se passe au niveau de cette petite fille dans le passé, mais en attendant, moi j'ai pas trouvé ça très intéressant, donc je l'ai fermé. Désolée, j'ai pas grand chose à dire dessus parce que vraiment je suis pas allée bien loin, et je pense que ça fait partie des reliques de Pâle que j'ai acheté sur un coup de tête suite peut-être à une recommandation d'une autre créatrice de contenu, mais finalement ce n'est pas ce que j'aime lire. De temps en temps, j'aime bien me faire un petit roman qui sort un petit peu de ma zone de confort, notamment, bon, Un manoir en Cornouailles, c'est plutôt du contemporain, mais là j'ai voulu lire un polar, et j'ai lu du coup Amstramgram de M.J. Alridge. Ce livre-là m'a été recommandé par ma belle-mère qui lit énormément de thrillers, et je me fie pas mal à ses avis, mais pourtant c'est un flop, dommage. Ce qui me plaisait bien dans cette histoire-là, c'est que vous allez suivre en fait un tueur en série qui va à chaque fois kidnapper des couples ou des duos, voilà, c'est pas forcément un couple d'amoureux, ça peut être par exemple un salarié et son patron. Et le but à chaque fois, c'est que l'un doit tuer l'autre pour pouvoir s'en sortir. Et parallèlement à ça, bien sûr, vous allez suivre une flic qui va enquêter sur cette affaire. Je l'ai lu en audio, encore une fois, jusqu'à 75%, parce que je crois que j'y suis allée jusqu'au chapitre 70, quelque chose comme ça. C'est bien sûr le point de vue des victimes qui m'a tenu en haleine jusqu'à autant de pages, parce que c'est le côté psychologique que j'avais envie de découvrir. Jusqu'où on est prêt à aller pour survivre, est-ce qu'on est prêt à faire l'impardonnable, et qu'on est prêt aussi à tuer quelqu'un d'autre qu'on connaît, qu'on apprécie parfois. Donc le point de vue des victimes était très intéressant, mais pas suffisant pour me sortir finalement du point de vue de la flic que j'ai trouvé en fait bourré de clichés, très stéréotypé dans l'histoire et dans la manière d'être. Vous êtes encore une fois avec une flic torturée qui a un côté assez bourru, son collègue est alcoolique, il y a quelque chose de très... je sais pas trop comment dire, mais c'est un peu le concours de celui qui en a la plus grosse finalement. Point de vue des victimes, en plus de ça, je l'ai pas trouvé super... bien décrit et pas très sensationnel non plus. Voilà, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus gore, et peut-être que j'ai l'habitude à beaucoup plus gore finalement avec les films d'horreur, etc. Donc ça m'a pas bien marqué. Donc j'ai fini par abandonner. J'ai abandonné aussi une relique de Pâle, c'était un petit peu un running gag parce que je le mettais dans absolument toutes mes piles à lire, pour au final, eh bien l'abandonner au bout de quelques chapitres. Il s'agit de Vespertine de Margaret Rogerson. Il est dans ma pile à lire depuis
sa sortie, je crois, en fait. Dès qu'il est sorti, je me suis jetée dessus parce que j'avais beaucoup apprécié Sorcery of Sound de la même autrice. Mais je pense que soit c'est trop young adulte pour moi et j'apprécie plus des masses finalement ce style littéraire, soit il a souffert de la comparaison avec L'Ange de la Nuit, le tome 3 que j'étais en train de lire en parallèle. Ces deux lectures, c'est quelque chose d'un petit peu dark, mais forcément, j'ai préféré le côté plus adulte de L'Ange de la Nuit. Nous allons suivre Artemisia, qui est une sœur grise, et comme d'autres sœurs de son couvent, finalement, elles sont chargées de protéger des reliques sacrées qui renferment des esprits, et surtout de préparer le corps des défunts pour éviter que leur âme se transforme en esprit. Vous avez ici plusieurs catégories, justement, d'esprits, certains plus violents que d'autres et certains plus puissants aussi que d'autres. Dès les premiers chapitres, le couvent se fait attaquer, on ne sait pas trop par qui, et Vespertine, justement, va fusionner avec un esprit, celui-ci va rentrer dans sa tête. Un esprit qui est très très puissant et on sait pas trop ce qu'il est. Donc forcément avec un résumé comme ça et des premiers chapitres aussi comme ça allait forcément me plaire, sauf que c'est beaucoup trop lent. Les premiers chapitres m'ont vraiment tenu en haleine et plus on avançait, plus on rentrait dans quelque chose de très young adulte dans l'ambiance et de très facile, notamment par le fait de cette relation avec cet esprit où je me suis dit on va avoir une confrontation dès le début, elle va avoir un combat intérieur, elle va être tiraillée entre son état à elle et son esprit qui va peut-être être dominé par l'esprit, justement. Mais non, en fait, la cohabitation se fait dès le début très bien, j'ai l'impression, si bien qu'on va se retrouver avec un combat où Artemisia va se retrouver à pulvériser tout le monde avec l'aide de l'esprit parce qu'elle est surpuissante. Une armée, vraiment, de plusieurs esprits qu'elle combat à elle toute seule. Et je me suis dit, non mais ça me semble pas très logique, ça. Donc voilà, ça m'a un petit peu dérangée, j'ai pas trop bien matché avec la suite des événements, j'ai perdu finalement tout intérêt au profit, comme je vous le disais, aussi de ma lecture de L'Ange de la Nuit, donc peut-être que c'est pourquoi j'ai fini par abandonner ma lecture de Vespertine. C'est dommage, franchement, ça partait très bien. Je pense que si je l'avais lu à sa sortie, quand je lisais encore beaucoup de young adultes à l'époque, ça aurait été un véritable coup de cœur. Mais là, pour le coup, je pense que ça fait trop longtemps qu'il est dans ma pile à lire et mes goûts ont évolué. Et bien évidemment que j'ai abandonné ce livre-là. On s'en doutait tous quand je l'ai acheté, ça allait pas me plaire. Je le savais à 70%, mais j'avais 30% d'espoir où je me suis dit peut-être que sur un malentendu ça peut passer. C'est pas passé. J'ai donc abandonné Le Café des bébés dragons de Ate Kureishi. C'est de la cosy romantasy que je ne trouve absolument pas représentatif du genre littéraire. J'ai lu beaucoup mieux que ça. Je vais pas être méchante en disant ça, mais c'est un roman qui est très adolescent, avec une plume très simple et très adolescente encore une fois. Je n'ai absolument pas matché ni au personnage, ni à ce qui se passait, ni à la plume, ni aux intrigues, ni à rien du tout, ok ? Ça a été un calvaire à lire, vraiment. Et pourtant, j'ai tenu jusqu'à la moitié uniquement parce que je me suis dit que j'avais dépensé 20 € dans ce livre-là et que je m'étais juste fait avoir, en fait, par une jolie couverture et un beau jaspage. C'est très facile et encore une fois, c'est très enfantin, en fait, où toute la relation se base uniquement sur le physique. Et dès le chapitre 2, première rencontre entre les protagonistes, c'est le coup de foudre instantané, c'est des papillons dans le ventre, oh là là, il est très beau, oh là là, j'ai envie de le revoir, mais non, c'est une relation professionnelle, on ne peut pas, mais c'est quand qu'il vient, il faudrait vraiment qu'il vienne. C'était une purge à lire. Pour vous parler du résumé, on va être avec Zafira qui a hérité d'une certaine somme d'argent de la part de sa grand-mère pour pouvoir réaliser son rêve, c'est-à-dire d'ouvrir un café où sont acceptés les bébés dragons. Parallèlement à ça, nous allons suivre aussi Aiden qui fait partie d'une famille assez riche, mine de rien, et qui fait partie des seules familles autorisées à posséder un dragon. Il a hérité de son frère qui est décédé, un œuf de dragon qui a éclos et qui a donné lieu à Sparky, un petit bébé dragon tout mignon, qui s'apparente plutôt à un chien dans l'histoire. Parce que l'intrigue de cette histoire, c'est que Aiden va confier Sparky à Zafira, qui va se charger de le dresser. Mais dans le dressage, ça va être assis, donne la patte, va chercher. Tiens-toi sage. Un dressage d'ailleurs qui est exclusivement réalisé dans le cadre de rapprochement entre les deux protagonistes qui, comme je vous le disais, dès le chapitre 2, ont un véritable coup de foudre et ne font que penser à l'un et à l'autre. Donc un dressage qui est réalisé dans le cadre de ces scènes-là de rapprochement dans le couple. Un bébé dragon d'ailleurs qui est extrêmement jaloux juste pour remonter encore un petit peu ces scènes amoureuses entre les deux. Et bien sûr, on s'est dit aussi peut-être que le café, on va en voir un petit peu plus de son quotidien. Eh bien, pas du tout. En 170 pages, il n'y a que le chapitre 1 qui traite de ce sujet-là. Et je crois que ce qui m'a achevé, c'est finalement aussi les réactions de l'entourage, notamment de Zafira, mais aussi de Aiden, parce que c'est pareil, il se passait un truc dans un dîner, j'étais là, non mais c'est pas possible. Les proches de Zafira, quand ils vont apprendre qu'elle a un crush sur Aiden, la première réaction c'est « Oh, elle est amoureuse, et ça va commencer à mimer des bisous. Et ça me fait pas rire, c'est là où je vous dis c'est hyper enfantin dans la plume, dans l'histoire et tout ça, et je match absolument pas. Ce n'est pas du tout pour moi, je pense même que je vais arrêter de lire cette collection-là de E.H.
parce que je pense tout simplement que c'est une maison d'édition qui ne correspond pas à mes goûts littéraires, donc autant que je laisse ce type d'histoire à d'autres personnes. Pour le roman suivant, c'est un thriller aussi qui traînait depuis très longtemps dans ma pile à lire, c'est une relique. En fait, vous allez voir maintenant dans mes lectures, j'essaye d'alterner entre un achat récent et une relique de ma pile à lire. J'ai donc lu L'île des damnés de Angelina Delcroix, qui est un thriller assez sympa sur le papier, et uniquement sur le papier, mais pas à l'intérieur. Le gouvernement français a décidé de mettre en place une expérience assez particulière parce que les prisons sont beaucoup trop surpeuplées. Donc pour essayer de enlever un petit peu de la population carcérale qui est en surnombre, eh bien on va prendre des criminels qui sont considérés comme irrécupérables et surtout sans attache, sans famille, pour les foutre sur une île où ils vont faire leur vie, mais en tout cas ils seront rayés de l'État. Nous allons suivre une enquêtrice de police qui est missionnée d'infiltrer cette île-là pour retrouver une psychocriminelle qui est portée disparue et qui était justement, eh bien, en infiltration dans cette île pour savoir si le programme porte ses fruits. Ça aurait pu encore une fois être très intéressant, mais franchement j'ai une lecture vraiment demi-teinte avec ce livre-là, parce que le principe de base est excellent, j'adorais l'idée d'aller voir ce qui se passe sur cette île-là qui est vraiment en style Battle Royale finalement, où chacun fait ce qu'il veut de sa vie, et c'est pas top généralement ce qui se passe si on met plein de criminels dedans, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont pas plu. Premièrement, le fait que ça soit énormément porté sur les violences S, je me doute que ça peut être potentiellement crédible au vu du fait de se retrouver avec des criminels assez horrible, je dirais, parce que c'est pas joyeux ce qu'ils ont fait forcément s'ils se retrouvent là. Mais voilà, pour le lecteur, c'est pas vraiment sympathique de lire ce genre de choses. À côté de ça, on va suivre un point de vue et surtout une affaire dans le présent qui pour moi n'a aucun rapport et n'apporte strictement rien à l'intrigue. Et pour finir, ce qui ne m'a pas plu, c'est que c'est une fin ouverte. En fait, on va suivre tout le long ce qui se passe sur cette île-là et à la fin, on a une espèce de cassure, vraiment une rupture qui fait péter tout ce qui s'est passé jusqu'à présent en fait. C'est comme si rien ne s'était passé, on n'a pas vraiment de fin dans cette histoire et ça, j'en ai horreur dans les romans. Et je pense que si l'idée peut-être dans ce roman, c'était de montrer aussi qu'en tant que criminel, on pouvait avoir une certaine rédemption, ou certains remords, etc. D'autres pas du tout, bien sûr. En fait, je trouve que c'était assez mal exécuté. Voilà. L'idée de base était sympa, mais très mal exécutée. Ensuite, je suis terriblement déçue par cette lecture-là. J'attendais beaucoup. Je pensais que ça allait être un immense coup de cœur, ou du moins que j'allais la noter 5 étoiles. Et en fait, ça a été une petite déception, je vous avoue, si bien que je ne pense pas continuer avec la suite de la saga. J'ai lu en lecture commune le tome 1 de The Bone Season de Samantha Shannon. Forcément, au niveau du principe de base sur les clairvoyants, etc., j'étais persuadée que ça allait matcher, et vraiment, ça a matché. Par contre, j'ai beaucoup moins apprécié tout l'aspect autour de la pègre, et surtout, je n'ai pas matché avec le personnage principal. Et je pense que c'est assez rédhibitoire, encore une fois, dans un roman, si vous aimez bien tout ce qu'il y a autour, vous aimez bien l'univers, l'intrigue, mais que vous ne matchez pas avec le personnage principal, que vous n'êtes pas attaché à lui et qu'il n'arrive pas à vous émouvoir, et forcément, ça va pas le faire pour la suite. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Dans The Bone Season, nous sommes à Londres en 2059, où il y a une espèce de race extraterrestre, je vais l'appeler comme ça, vraiment grossièrement, mais c'est pas tout à fait ça, qui est venue parmi les humains et surtout qui régit un petit peu la ville de Londres et tout ce qui s'ensuit. Nous avons des humains aussi à l'intérieur qui sont considérés comme des anormaux parce que ce sont des clairvoyants et ça c'est tout à fait illégal. Les clairvoyants ont une capacité à manipuler, on va dire, un petit peu l'éther et surtout ça a un rapport avec les esprits. Et Paige, qui fait partie de la pègre, est aussi une anormale. Et on nous dit dès le début clairement que c'est une anormale qui est assez rare et un petit peu puissante, mais elle ne maîtrise absolument pas son pouvoir. Sauf qu'un jour, elle va se faire arrêter et embarquer dans une sorte de prison à Oxford. C'est une cité, en fait, que tout le monde pensait oubliée et surtout déserte. Sauf que non, elle abrite cette population d'êtres extraterrestres dont je vous parlais au début, et elle va devoir les servir. Donc moi, ce que j'ai bien apprécié dans ce roman-là, justement, c'est le côté un peu survie dans ce camp, comment elle va s'en sortir, comment elle va s'intégrer parmi les autres rescapés, mais surtout comment elle va se lier avec son mentor qui va la prendre un petit peu en charge pour un apprentissage, et tout ce qui s'ensuit, ses relations avec ces êtres-là. Déjà, le début est hyper compliqué à prendre en main parce que vous avez énormément d'informations et c'est pas très bien distillé, donc au début je me suis dit ok, tu ne comprends pas, c'est pas grave, tu comprendras un petit peu plus tard. Et ensuite ça allait un petit peu mieux, c'est sûr, mais il a fallu quand même un bon temps et je pense que la lecture commune avec les différents participants a bien aidé quand même. Toutefois, voilà, c'était pas suffisant, j'ai trouvé que la relation avec son mentor était un petit peu trop facile, c'est pas très bien subtil non plus ce qui se passe.
J'ai pas été très embarquée, voilà, par ce personnage principal-là. J'ai pas réussi à avoir un intérêt pour ce qui se passe et surtout, je n'ai pas apprécié non plus le côté un peu pègre, ce groupe de résistants dont fait partie Paige et qui œuvre plutôt à Londres. On m'a dit que la suite s'intéressait beaucoup à cet aspect-là, donc forcément, j'ai pas trop envie. Et ce qui m'a vraiment fait un déclic quand je me suis dit, non, tu ne vas peut-être pas continuer, c'est quand, à la fin de ce tome-ci, vous avez le tome 0.5, je crois, qui se passe avant les événements du tome 1. Et j'avais vraiment pas envie de le lire, ça m'intéressait pas. Donc je me suis dit que c'est dommage de continuer et de poursuivre juste parce que faut poursuivre une saga. Je sais pas trop encore, je pense que ce livre-là est en sursis, je ne sais pas si je le conserve, je ne sais pas si je continue. Peut-être que j'essaierai le tome 2 dans les premiers chapitres pour voir un petit peu ce que ça donne, parce que j'ai bien aimé ce principe de clairvoyant, encore une fois, c'était hyper intéressant, bien que complexe, mais c'est pas suffisant pour m'attacher au personnage principal. Donc on verra bien. Vous l'avez vu aussi en vlog lecture, j'ai terminé La fille du feu de Aurélie Wallenstein, qui fait partie de mes autrices préférées. J'adore tous ses écrits, à chaque fois, il y a un côté un petit peu psychologique et surtout un rapport avec l'animal qui est très présent, et dans ce roman-ci aussi. Par contre, je tiens à préciser, pour tous ceux qui sont anxieux, surtout avec ce qui se passe en ce moment, je vous déconseille de lire ce roman-là, ça va pas vous faire du bien. Dès le chapitre 1, nous sommes avec Mia, avec sa maman, qui sont en train de fuir quelque chose. On sait pas quoi, mais on sait qu'elles sont en train d'échapper à quelqu'un. Et on apprend dans ce chapitre 1 que Mia est capable de manipuler le feu. Le second point de vue, c'est celui de Nathanaël qui est parti en voyage et qui cherche à découvrir la culture inuite parce que son métier c'est de récupérer des chants d'autres cultures afin d'en faire de la musique. Nathanaël d'ailleurs a un traumatisme assez fort lié au feu puisqu'il a survécu à un incendie quand il était tout petit. Et le troisième point de vue, c'est celui qui va l'accueillir justement dans sa ville, dans sa culture. Il s'agit de Kazo et lui aussi va avoir un rapport au feu, mais on va le découvrir dans les premiers chapitres. Et les trois forcément points de vue vont se retrouver au bout d'un moment au travers d'une intrigue commune. Volontairement, je vous en dis pas grand chose parce que c'est un roman de 300 pages à peine, donc ça se passe assez vite et je pense que moins on en sait, mieux on apprécie. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est le rapport au feu qui sera différent avec chacun des personnages. L'intrigue n'a pas du tout pris aussi la direction que je pensais au départ, j'étais vachement surprise. Et il y a un point qui est assez essentiel dans les romans d'Aurélie Wallenstein, c'est le rapport avec les animaux. Et ici aussi, nous allons mettre en avant les animaux qui sont parfois pris au piège dans des incendies. Je vous avoue que c'était une lecture plutôt sympathique, mais sans plus, c'est pas mon préféré d'Aurélie Wallenstein, mais j'ai quand même passé un bon moment de lecture. Peut-être parce que c'est plutôt un thriller avec une touche de fantastique, plutôt que vraiment de la fantasy ou de la dark fantasy. En tout cas, ça se lit assez vite, plutôt bien, et c'était une jolie découverte. Pour le roman suivant, j'ai aussi terminé Les Vaisseaux d'os de R.J. Barker, que j'avais reçu en service de presse de la part de la maison d'édition. Franchement, c'était une chouette découverte, mais je pense que mon avis global est un petit peu entaché par le fait que j'ai fait traîner la lecture sur la fin. Étant donné que j'avais appris des mauvaises nouvelles, j'étais moins dans l'envie de lire et du coup je l'ai fait traîner sur la fin et je pense que ça a un petit peu merdouillé à ce moment-là. Je vais pas trop m'attarder dessus parce que je pense que j'en ai beaucoup parlé dans mon dernier vlog lecture, donc je vous invite à le regarder pour avoir mon avis vraiment à chaud et surtout bien détaillé au fur et à mesure, surtout que je donne pas mal de détails sur les événements, l'intrigue, les personnages, etc. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. En tout cas ici, rapide résumé, nous allons suivre Joron qui est le capitaine d'un vaisseau noir. Les vaisseaux noirs, ce sont des équipages qui regroupent que des criminels. Dès le début du roman, en fait, Joron se fait détrousser par Méas, une capitaine qu'on sait un petit peu renommée quand même. Elle a l'air d'avoir pas mal de poignes. Et c'est toute l'histoire, en fait, finalement, de cette capitaine et de cet équipage qui va partir, du coup, dans une quête. J'ai adoré l'univers autour de cette lecture, notamment comment ça se passe sur les divinités, comment ça se passe dans les mythes, les dragons, comment on a ces différentes espèces aussi, ces peuples, comment il y a la hiérarchie aussi qui est construite au sein des 100 îles dont sont originaires nos personnages. Franchement, c'était hyper intéressant. Mon personnage préféré, c'est le Gulem. Franchement, une race de volatiles un petit peu humanoïde, on va dire comme ça, mais c'est plus un oiseau. Je l'adore, lui. Franchement, c'est mon personnage préféré du roman. Par contre, encore une fois, la lecture est assez complexe parce que vous avez énormément de termes maritimes et qui sont inventés aussi pour cet univers-là. Donc, vous n'avez pas forcément de glossaire, alors se familiariser avec tous ces termes, c'est pas forcément évident. Je m'attendais à un petit peu plus de fun family et c'est le point aussi que je regrette un petit peu dans cette histoire parce que même si on va voir toute l'évolution de cet équipage prendre de la force parce que en vrai, au début, c'est juste des moins que rien, en fait. Ils ne vont même pas naviguer, c'est juste des déchets de la société. On va appeler ça comme ça, parce que vraiment, j'ai l'impression qu'ils sont considérés comme ça par le peuple. Donc les voir évoluer, de faire œuvre commune dans cet objectif-là, et d'une manière générale, prendre en puissance, etc., c'était franchement agréable, mais je m'attendais à un petit peu plus de fun family.
c'était un petit peu dommage. Et surtout que ce roman-là se concentre uniquement sur les combats et les stratégies de combat. La première partie, vous allez être dans les préparatifs du vaisseau, les préparatifs de la quête, etc. Mais une fois qu'on est en train de naviguer, ça y est, ce ne sont que des combats, que de la stratégie. Donc faut aimer un petit peu cette ambiance-là. Ça l'a plutôt bien fait avec moi, je dois dire. Attention pour ceux qui pensent, au vu du résumé, voir des dragons. Non, vous n'allez pas voir des dragons. Pas comme vous l'imaginez peut-être, et pas aussi fréquemment que ce que vous l'imaginez. Peut-être que c'est que dans le tome 1, à voir pour la suite. En tout cas, c'était plutôt sympathique, comme je vous le dis, j'ai bien matché tout du long jusqu'à ce fameux point où je pense que c'est plutôt mon environnement de lecture qui m'a fait un petit peu me détacher de celle-ci. Mais en soi, je pense que je lirai potentiellement la suite. À voir, je vais y réfléchir, mais j'ai quand même passé un très bon moment de lecture. J'ai aussi terminé une saga, je sais, personne n'y croyait plus, mon nombre de sagas en cours est incalculable, et en plus de ça, bon, on va dire que j'avance pas beaucoup. Mais j'ai terminé la saga Blackwater de Michael McDowell, j'adore ces romans déjà, ça brille, je suis comme une pie, ça brille de mille feux, bah du coup moi j'y vais. J'ai fini par me faire toute la suite de la saga en lecture audio, et franchement, ça passe crème. Mon préféré dans l'histoire, c'est le tome 3, parce que je trouve que c'est celui qui a le plus d'intrigues surnaturelles. Il y a une petite touche d'horreur qui est assez présente aussi dans celui-là, qui m'a bien fait sensation. Franchement, j'ai beaucoup apprécié. Pour ceux qui l'ont lu, je sais pas si vous voyez la scène où c'est cette petite fille qui est dans sa chambre et qui commence à se faire des films sur son placard. Je vais pas vous faire un énième résumé de Blackwater parce que j'en ai régulièrement parlé et puis là on est quand même sur une suite de saga donc c'est assez avancé. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est plutôt une saga familiale où vous allez suivre les mêmes personnages et même une famille tout entière tout au long de ces tomes. C'est quelque chose d'assez lent, on va plus jouer sur le ton, l'ambiance et quelques petites péripéties comme ça, mais c'est plutôt tranche de vie, voilà. C'est pas quelque chose qui va être très rythmé, très mouvementé, mais j'ai bien apprécié. Franchement, c'est pas un mal, parce que j'ai absolument matché avec le ton, l'ambiance et les événements d'une manière générale, et surtout le personnage d'Elinor. En plus de ça, vous avez dans Blackwater une petite pointe de surnaturel, comme je disais, c'est pas ce qui va constituer tout le roman, toute l'intrigue, mais ça reste quand même assez intéressant et ça vient ponctuer comme ça l'histoire. On sait jamais à quel moment ça peut apparaître. Et je pense aussi que c'est pour ça que le tome 3 est mon préféré dans la saga, parce qu'il y a beaucoup plus d'éléments surnaturels. Je sais que je la découvre assez tard, parce que ça fait un moment que c'est sorti, ça fait un moment que beaucoup de personnes en parlaient. Je vois que mes pages, en plus de ça, elles ont bien jauni, donc ça fait un moment que c'est dans ma bibliothèque. Très très belle découverte, franchement, j'ai adoré. En parlant d'une très belle découverte, c'est aussi une véritable surprise. J'ai commencé ce roman, je ne m'attendais à strictement rien, et finalement, je dirais que c'est un petit coup de cœur. J'ai lu le Swan Song, le tome 1, Le Feu et la Glace de Robert McCammon. Je l'ai lu en lecture audio, et encore une fois, la narration est vraiment top, je peux que vous recommander si vous avez envie de l'écouter. Là aussi, je déconseille cette lecture à ceux qui sont plutôt anxieux de l'actualité, parce que clairement, la Troisième Guerre mondiale a éclaté. On commence le roman directement comme ça, on nous présente les différents points de vue, parce que vous allez en avoir plusieurs dans cette histoire, et ensuite, c'est l'apocalypse, littéralement. Comment ils vont survivre dans ces terres qui sont dévastées, parfois même en feu, désertiques, surtout qu'ils ne vont pas non plus survivre d'une manière miraculeuse. Il va y avoir des conséquences qu'ils vont devoir assumer, ils vont avoir des problèmes aussi au niveau de leur peau. Et comme Blackwater, vous avez un petit élément surnaturel qui intervient aussi dans cette histoire-là, un petit brin horrifique également au travers d'un certain personnage ou créature, on ne sait pas trop ce que c'est, qui va faire son apparition mais de manière vraiment très ponctuelle. C'est pas un personnage qu'on va vraiment retrouver ou une créature qu'on va vraiment retrouver dans le roman, c'est vraiment des petites apparitions comme ça, mais elles suffisent à faire un petit peu froid dans le dos. Surtout en lecture audio. Mais il y a un côté quand même assez surnaturel, paranormal, au travers d'un personnage notamment, qui va être finalement celle qui porte l'espoir. L'espoir d'un renouveau, d'une renaissance de ces terres un petit peu désolées. Et j'aime beaucoup cette idée-là en fait. Je pensais pas matcher en fait autant avec ce côté un petit peu post-apocalyptique, ce côté un petit peu survival aux États-Unis. Voilà, je suis quelqu'un qui regarde énormément de films d'horreur avec des zombies, genre The Walking Dead, j'adore, enfin pas les dernières saisons, bon bref, c'est un autre débat. Mais j'aime beaucoup regarder un petit peu le côté survie avec des zombies, etc. Là, vous n'avez pas du tout des zombies, vous êtes plutôt dans la survie entre différents humains après ces guerres-là. Le monde change radicalement, que ce soit dans ces paysages ou même dans l'humanité tout entière, parce que vous n'allez pas survivre de la même manière. Certaines personnes vont plutôt être dans l'entraide, dans le fait de se porter et de se supporter aussi parfois, tandis que d'autres personnes vont être dans la dévastation la plus totale, dans les rapports de force et de domination. Et ces deux côtés-là, vous allez les retrouver au niveau des personnages. Donc c'est sympa parce que vous allez autant être avec des personnages du côté du bien
que des personnages du côté du mal. Donc voilà, une excellente découverte, très belle surprise et aussi mine de rien, eh bien un petit coup de cœur. Vraiment, j'ai adoré ma lecture, je me suis laissée entraîner dans cette histoire-là. C'est une narration qui est un petit peu particulière, qui va beaucoup jouer aussi sur l'ambiance, mais ça a totalement matché avec moi. Vous allez avoir beaucoup de rencontres, des personnages qui sont plutôt éphémères en fait finalement dans l'histoire, mais chacun est agréable à découvrir. Enfin, je dis ça, mais le côté des méchants, ils sont pas trop agréables. Mais vous voyez ce que je veux dire. Vraiment très très belle découverte. J'ai adoré. Je pense pas tarder à m'acheter le tome 2 parce que j'ai bien envie de savoir la suite et je crois que le tome 2 se déroule bien des années plus tard et on va avoir vraiment, je pense, ce côté plus aussi survie et domination qui va ressortir dans le tome 2. C'est un petit peu mon hypothèse. On verra bien. Et enfin, pour le dernier livre que je vous présente dans cette vidéo, j'ai terminé une trilogie. J'ai lu le dernier tome de L'Ange de la Nuit de Brent Weeks et je vous conseille plutôt d'aller voir ma vidéo où je vous présente l'intégralité de mes livres préférés. Je pense que ça va être plus pratique pour avoir le résumé et pour avoir peut-être un avis aussi sur le tome 1 et vous donner envie peut-être de le découvrir. Ici, j'ai plutôt essayé de vous parler de la trilogie dans sa globalité parce que le tome 3, j'ai pas trop envie de vous spoiler, mais sachez que j'ai retrouvé tout ce que j'aimais du tome 1 en fait dans ce tome 3. Le tome 2, je pense que soit il a souffert d'un long passage en fait, ou d'un long moment entre ma lecture du tome 1 et le tome 2, donc je me souvenais plus trop de beaucoup d'éléments. Surtout vous avez beaucoup de personnages qui sont à nouveau introduits avec des nouvelles quêtes et des nouvelles histoires. Ou alors le tome 2 est vraiment dans la malédiction finalement du tome 2, dans le sens où on est avec un tome de transition, voilà. En tout cas dans ce tome 3, vous n'avez pas encore de nouveaux personnages, donc tout le monde est bien implanté. On va juste dans une première partie vous récapépète en fait tous les points de vue et tous les personnages, même secondaires, pour vous préparer un petit peu l'intrigue de chacun d'entre eux. Et ensuite, une fois que c'est commencé et une fois que c'est parti, let's go, on y va, on s'arrête plus. Il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de péripéties. J'ai adoré retrouver cet humour que j'avais bien aimé dans le tome 1. J'ai adoré retrouver le personnage de Kaylar aussi, qui est l'assassin qu'on va suivre tout au long de cet tomes. J'ai adoré son histoire à lui, en fait, et comment il évolue. J'ai adoré tous les personnages, j'ai adoré tout ce qui s'est passé. Bref, j'ai eu un petit coup de cœur quand même un gros coup de cœur, on va dire, pour ce tome 3. La trilogie, d'une manière générale, c'est de la très bonne dark fantasy. Si vous voulez aller vous jeter dedans, n'hésitez pas. Franchement, n'hésitez pas à découvrir. Ça peut sembler complexe au début parce que vous avez beaucoup de personnages et en fait, personne n'est laissé au hasard. Vous avez des personnages qui sont secondaires mais qui ont leur importance dans l'intrigue, qui ont leur importance dans les événements et qui, mine de rien, vont avoir aussi leur point de vue. Certains plus que d'autres, mais vous allez suivre pas mal de personnages et ça c'est hyper agréable en fait pour voir un peu tous les tenants et les aboutissants de l'ensemble des événements. Il me reste encore le spin-off à découvrir parce que vous avez une suite, alors je ne sais pas trop, je me suis pas trop intéressée jusqu'à présent parce que je voulais pas me spoiler justement ce dernier tome, donc je pense que je vais pas tarder à le lire. Et voilà les arcanes, nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a certains de ces livres qui vous tentent ou si vous en avez lu certains d'entre eux, c'est à voir si on a les mêmes avis ou pas du tout. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, je vous invite à mettre des emojis d'épée pour L'Ange de la Nuit qui est quand même ma meilleure lecture ou des emojis de feu pour Swan Song qui est très approprié quand même. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.